Bonsoir, merci d'être venu pour assister à ce jeudi d'Archimède. Le titre de ce jeudi, c'est le documentaire, un genre mal traité par la télévision. Ça, on va évidemment beaucoup en parler. C'est un genre aussi très mal traité par Archimède. Il faut le reconnaître aussi. Ça fait l'objet de très peu d'articles sur notre site, de très peu de publications critiques de notre part. Alors on va essayer ce soir de rattraper un peu ce manque. Bon, ce manque de dispositifs critiques, ça s'explique, hein, parce que je pense que critiquer un documentaire et la diffusion d'un documentaire à la télévision, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, ça demande un appareillage critique qui n'est pas effectivement, on va dire, très partagé à Incrimen, qui n'est pas vraiment dans l'ADN de l'association, qui est plus axé sur notamment le travail critique du journalisme à la télévision et dans la presse écrite et à la radio. Donc on essaie un peu de pallier à ce manque ce soir. Je vous présente tout de suite nos invités, alors avec qui on va en parler. José Chilowski, à côté de moi, qui est producteur et réalisateur de documentaires depuis de nombreuses années. Il a notamment été producteur de ce que je considère moi comme l'une des meilleures émissions littéraires sur le service public depuis de nombreuses années. C'était une émission qui s'appelait Qu'est-ce qu'elle dit Zazie. Il est aujourd'hui, je crois que tu n'es plus producteur, tu es maintenant exclusivement réalisateur. À côté de lui, Dorine Brun et Julien Meunier. Ils sont tous les deux co-réalisateurs d'un film qui est sorti en salle l'année dernière, qui s'appelle La cause et l'usage. Un très très beau documentaire sur la campagne de Serge Darceau à Corbeil-Essonnes, campagne de Serge Darceau qui visait à faire réélire, non pas lui-même, puisqu'il était inéligible à l'époque, mais son candidat. Alors, l'intérêt de ce film, c'est que, enfin, pour le débat de ce soir, c'est que vous avez commencé à le produire pour la télévision et en définitive, vous avez quitté le domaine de la télévision pour finir par le produire pour le cinéma et le film sera sorti comme ça. Alors, je suis obligé, hein, ça c'est une tradition de vous parler, ceci je ne le fais pas, je me fais tirer les oreilles après, de la petite boutique qu'on a à l'entrée de la salle. Ces jeudis, bien sûr, sont gratuits, ouverts à tous, mais vous pouvez donc, à la table à l'entrée tenue par Maxime, trouver le dernier numéro de Média Critique, par exemple, qui est notre mensuel trimestriel, et puis différents ouvrages publiés par Incrimen, et je crois, voilà, Alain Le Temps, le DVD des nouveaux chiens de garde, dont les bénéfices, voilà, qui est vendu, je crois, au même prix qu'on le trouve partout ailleurs, mais dont une petite partie des bénéfices reviennent à l'association. Alors, jamais, je crois, depuis que la télévision existe, le documentaire, la présentation du documentaire sur les différentes chaînes de télévision, et notamment les chaînes de service public, qui sont quasiment aujourd'hui les seules à en diffuser, mais bien sûr il faudra nuancer tout ça, n'a jamais été aussi formaté du point de vue de ses sujets, de ses thèmes et de ses formes. Les lois TAXCA, il y a un peu plus de 15 ans, en cassant l'outil de production de l'audiovisuel public, devait permettre de faire émerger un secteur privé de la production indépendant au service des créateurs. La réalité du secteur aujourd'hui est bien différente. Une très large majorité de petites sociétés de production, totalement dépendantes des desiderata des responsables de programme, et une profession d'auteur-réalisateur très largement précarisée. Et donc de plus en plus soumise aux exigences des chaînes en termes de sujets traités et de forme d'écriture. Alors, il y a l'année dernière, la SCAM, un journal qui est édité, je crois, tous les 2 mois, rendait compte d'une enquête qu'ils ont faite auprès de leurs adhérents, réalisateurs et auteurs de documentaires.
Il y avait un chiffre qui était assez signifiant, c'est-à-dire que sur les 1000 personnes, les 1000 auteurs-réalisateurs que la SCAM a interrogés pour cette enquête, et qui ont répondu à ce questionnaire, seulement 8% considéraient que l'ingérence des diffuseurs, des responsables de grilles et de cadres de programme avait une influence positive sur leur travail. Il faut signaler aussi que dans la partie qualitative de l'enquête, une très large majorité des auteurs qui avaient accepté de répondre aux questions de la SCAM l'ont fait de façon anonyme. C'est-à-dire ont accepté de répondre si on ne citait pas leur nom. Donc ça en dit long sur les relations qui existent aujourd'hui entre les créateurs de documentaires et les diffuseurs, et notamment ceux des chaînes publiques. Et c'est un peu sous cet angle-là qu'on a décidé de commencer à parler du documentaire, un sujet évidemment dont qu'on pourrait aborder de plein de manières différentes. Hein. On a choisi ce soir de parler plutôt sous l'angle de la relation donc, des créateurs, des réalisateurs, des auteurs avec les diffuseurs, et notamment les diffuseurs des chaînes de service public. Donc je laisse tout de suite la parole à José. Alors, on a une intervention de José au début, ensuite Dorine et Julien, et on entamera un dialogue avec vous à l'issue de leur intervention. À tout à l'heure. Bonsoir. Non, mais ça marche pas. Non, c'est marrant. Non, c'est sur. Ah bon? Ah oui, merci. Bonsoir. Tout d'abord, juste un petit aparté sur le fait d'être réalisateur ou réalisatrice de documentaires et de répondre de manière anonyme à sa caisse d'auteur sur les rapports qu'on peut entretenir avec les diffuseurs. C'est quelque chose qui me semble pas paradoxal, mais plus qu'inquiétant. Ne serait-ce qu'inquiétant par rapport... enfin, je ne sais pas si c'est totalement antinomique, on ne peut pas être réalisateur de documentaire, chercher à faire émerger ce qui n'est pas visible dans le réel, et se cacher lorsqu'on doit afficher un point de vue ou une opinion. Donc je pense que cet état de fuite est non seulement évidemment significatif de la condition de la majorité des réalisateurs de documentaires aujourd'hui en France, mais est aussi enfin, un signe très très inquiétant sur la manière dont est pratiqué de fait le documentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à ces personnages de s'afficher et d'aller voir ce qui se passe dans leur vie ou derrière leur vie, et soi-même se dissimuler. Donc je pense que enfin moi ça m'attriste profondément, mais ce fait existait dans les années 90 de la part des producteurs qui avaient des syndicats, donc les syndicats exprimaient leurs opinions, mais lorsqu'il fallait signer des pétitions individuelles, beaucoup de producteurs qui avaient des contrats en cours de signature, etc., avec France 3 ou Arte ou Canal+, se défilaient et refusaient de signer. Le producteur, tout ça pour dire que dans les années 80, le producteur était à peu près dans la même situation que les réalisateurs aujourd'hui, et qu'un producteur ne pouvait réellement avoir ses entrées dans les chaînes de télévision que s'il faisait profil bas face aux diffuseurs. Enfin, personnellement, on en sait quelque chose parce que la société de production que j'avais à l'époque, qui s'appelait Fimalou, a été interdite d'antenne sur France 3 pendant 2 ans et a été interdite d'antenne sur Arte pendant 1 an, justement parce que publiquement on avait refusé certains diktats d'une part de France 3 au moment du lancement de leur grande série Écrivains du XXe siècle, et de la part d'Arte lorsqu'ils avaient voulu voice-overiser un de nos films, qui est un film musical en plus, et bon, on ne s'est pas laissé faire, on les a mis en référé.
par rapport justement à la situation d'aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de débâcle, mais dont les origines remontent dans le courant des années 90. En début 90, il y avait le documentaire qui commençait à prendre ses lettres de noblesse sur la chaîne de télévision, et notamment par le biais d'Arte et par le travail de l'unité documentaire d'Arte autour de Thierry Garel, qui avait une politique délibérée d'auteur, et donc on assistait, on avait, Arte produisait et diffusait des films d'auteur. Le Arte, c'est un peu le pôle de référence, et Canal+, à l'époque, enviait Arte, donc a aussi commencé à développer une politique d'auteur, et les chaînes publiques étaient plus timorées, notamment France 3, malgré tout, couraient après Arte. Ça s'est inversé au milieu des années 90 par un double phénomène. D'une part, la dictature de l'audience qui a été imposée aux chaînes publiques, qui a touché aussi bien un documentaire que certains magazines, comme Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, mais aussi la disparition d'Océanique sur France 3 et puis son évanouissement lent sur Arte. Je me rappelle à ce propos, lorsqu'on avait des discussions avec De Carolis, qui venait d'être nommé directeur des programmes avec un contrat léonien d'ailleurs sur France 3, et lorsqu'il discutait du contenu de Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, qui, je le précise, était une émission magazine documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plateau, et lorsqu'il parlait des entretiens, par exemple, qui étaient des entretiens qui étaient menés par le journaliste de Libération, Jean-Baptiste Aran, il nous disait, mais c'est incroyable, les entretiens, ils durent parfois 15 minutes, parfois 20 minutes, parfois 7 minutes, il faut réduire tout ça, vous pouvez très bien les faire en 3 minutes. Alors on lui dit non, on ne peut absolument pas les faire en 3 minutes, l'entretien dure ce qu'il doit durer. Et il me dit, mais moi j'ai traité sur M6 la Deuxième Guerre mondiale en 6 minutes. Voilà. Et lorsque les conversations s'éternisaient, au moment où ils ont programmé notre disparition, donc on restait des heures entières dans leur bureau, ils nous parlaient de tout et de rien, et De Carolis et Duhamel étaient par contre très intéressés par ce qui se passait derrière nous. Il y avait un grand poste de télé où il y avait des retransmissions de matchs de football sur le continent latino-américain, des trucs comme ça, d'équipes locales, plus que par la littérature. Et environ tous les quarts d'heure, le responsable des audiences de France 3 rentrait et rendait compte des fluctuations d'audience des programmes de la veille, fluctuations d'audience qui étaient mesurées minute par minute. Et en fonction de ces fluctuations, ils avaient des commissions d'études, etc., qui faisaient que un film, une fiction télé, un documentaire ou un magazine devait à tel moment modifier son cours, modifier son écriture ou adapter son écriture afin que le public ne quitte pas la chaîne. Et France 3, donc à partir de ces années-là, c'est-à-dire 95, 96, 97, a commencé à considérer le documentaire non plus comme un genre, mais comme un produit. Et le mot produit revenait dans toutes les lèvres, enfin dans toutes les lèvres. Oui, c'est un bon produit, non, c'est pas un bon produit. Ce qui veut dire que concrètement, le producteur et le réalisateur ne devenaient plus, perdaient leur qualité d'auteur, ou pour le réalisateur, d'indépendant pour le producteur, et acquéraient une qualité de prestataire de service. Disons, ce mouvement, cette dérive sur France 3, s'est accompagné d'une autre dérive sur Arte, ou d'une modification, disons, du rapport entre le diffuseur Arte. Je simplifie parce que Arte, il y a plusieurs unités de programme, etc. Il y en avait qui étaient déjà en avance sur la transformation du documentaire en produit, mais il y en avait d'autres autour de Thierry Garel qui maintenaient le cap. Mais dans les années 95, 96, 97, dans l'unité de documentaire d'Arte,
autour de Thierry Garrel, il y a eu une sorte d'excommunication des auteurs. Et se sont substitués aux auteurs des films l'unité documentaire de Arte, qui n'ont pas en fonction, à cette époque-là, d'objectifs d'audience et de concurrence par rapport aux autres chaînes, mais en fonction de critères purement artistiques et formels qu'ils défendaient eux, les films devaient s'adapter à leur parti pris esthétique. Il y a, par exemple, il y a un film dont le projet est absolument superbe, de Pedro Costa, sur les Straub, dans la collection des cinéastes, et où Pedro Costa, avec comme parti pris de faire en sorte que son film ne se passe que dans la salle de montage des Straub. Et bon, c'est une idée excellente. Et là, on voit non seulement toute la mécanique des Straub, mais aussi on aurait pu découvrir leur langage cinématographique à travers sa fabrication jour par jour. Mais c'était insupportable pour Thierry Garrel. Et c'était tellement insupportable qu'il lui fallait voir le jour à un certain moment. Il ne pouvait pas rester. Donc il a obligé quelqu'un comme Pedro Costa à mettre des scènes des Straub dans une conférence ou de je ne sais quoi. Il a totalement dénaturé le film et totalement dénaturé le projet. Ça, c'est passé avant l'an 2000. Dans le même temps, sur Arte, aux unitaires, c'était au film unitaire, se sont joints des collections, et des collections dont l'écriture était toute faite, avec des dictates qui faisaient qu'il y avait impossibilité à transgresser quoi que ce soit. Et on a assisté donc, là aussi au niveau formel, à des films qui étaient des copies conformes. Simplement on changeait le lieu, on était une fois à Venise, une fois à Pékin, mais on avait toujours le même film. Et en ce sens-là, il y a eu un appauvrissement de la notion d'auteur sur Arte dans ces années-là. Par la suite, Arte a découvert la nécessité d'acquérir une audience, et donc ils sont fouillés à la tête parce qu'il leur fallait trouver un cœur de cible. Bon, sur TF1, il y avait Aménageur de 50 ans, sur France 2 aussi, mais pour Arte, bon, c'était difficile de défendre ce cœur de cible-là ou de chercher à l'atteindre. Donc ils ont mobilisé des cabinets d'études, ça leur a coûté très cher, et ils ont défini un cœur de cible absolument unique, qui était le cœur de cible familial. Donc il fallait faire des films qui répondent à une attente et qui retiennent l'attention, je sais pas, enfin, de la famille française, si elle existe. Et par exemple, j'avais produit à l'époque un film sur Henri Cartier-Bresson pour Arte, et lors de la projection, quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, qui était l'adjoint de Jérôme Clément, était furieux, d'abord parce qu'il trouvait Henri Cartier-Bresson vieux, il semblait ignorer son âge, et ensuite parce qu'il disait mais non, mais là il faut retirer au moins 15 minutes. Il aurait pu avoir ses raisons, et ses raisons auraient pu être audibles. Et donc je lui demande pourquoi. Il dit mais pensez à nos téléspectateurs. Le film va être diffusé à 22h30. Déjà, bon, c'est la question de la programmation, c'est-à-dire il y a une dérive des programmations des documentaires qui, pour certains et beaucoup, étaient diffusés en première partie de soirée et se retrouvaient la plupart aujourd'hui autour de 22h30, 23h, quand ce n'est pas plus tard. Donc pensez à nos téléspectateurs parce que à cette heure-là, ils ont sommeil. Donc j'ai répondu, mais s'ils ont sommeil, passez un spot et dites-leur d'aller se coucher, quoi. Parce que pensez à leur santé. Et donc Arte est rentré dans cette logique d'audience qui fait que on est arrivé à un point où l'ensemble des chaînes publiques
je ne parle même pas des chaînes privées, sont totalement maintenant conditionnés par des questions d'audience. Alors, ça a des conséquences très précises. D'une part, les chaînes cherchent des nouvelles formes de documentaires qui vont à l'encontre de ce qu'est le documentaire, c'est-à-dire qui se basent sur le spectaculaire. On assiste sur ça depuis plusieurs années sur Canal+, avec leur collection du jeudi, où là, il faut absolument du sensationnel. On a assisté ça avec Arte, avec certains films, notamment je me rappelle d'un film qui avait été présenté à l'Arlequin pour 600 personnes ou 500 personnes, où il y avait une collection de 90 minutes, donc de grand format, lancée sur la police dans le monde. Et là, il fallait absolument du sensationnel. Donc on diffusait pas des séries américaines policières, mais on faisait du documentaire policier. Et c'était l'histoire d'un commissaire criminel, enfin de la criminelle dans je ne sais plus quel pays africain, et on assistait à des scènes de torture, sans aucun recul. Et donc c'est au milieu du film, et puis le réalisateur, dont je ne nommerai pas le nom, reprend les torturés 6 mois après, leur demande s'ils ont eu mal, si maintenant ils sont rentrés dans le droit chemin, etc. Et enfin, on a le flic qui conclut en disant, mais vous comprenez, nous en Afrique, on est contre la torture, mais on n'a pas vos méthodes scientifiques, on ne dispose pas de l'ADN, et on se passerait de la torture, mais on ne peut pas faire autrement. Sans aucune distanciation, mais 100 personnes applaudissent. Et on avait un film spectaculaire qui devait faire de l'audience, qui devait faire 1% de part de marché après avoir été diffusé. Donc, tout ça pour dire que la course à l'audience ne sert à rien en matière de documentaire, et la course à l'audience, par contre, dicte absolument l'écriture et le formatage des documentaires depuis une dizaine d'années en France. Il y a aussi, toujours par rapport à l'audience, chez les diffuseurs, une moyenne d'audience des chaînes de télévision de part de marché. Bon, alors, France 3 dégringole, mais ils étaient autour de 20% il y a 10 ans, ils sont autour de 10% aujourd'hui. Mais ceci dit, un documentaire doit obtenir la moyenne. Donc, et tout produit, puisqu'ils appellent ça les produits, doivent obtenir la moyenne. Donc, on n'est plus dans une moyenne. C'est-à-dire qu'une moyenne, justement, il y a des genres peut-être plus difficiles, et le diffuseur peut se dire, bon, ben là, je consacre de l'argent et je vais perdre de l'audience, mais voilà, ça fait une moyenne. Et puis, par ailleurs, je diffuse, grosso modo, sur 24 heures, 18 heures comment on pourrait dire, de détritus, les jeux, les séries américaines, etc. Ça va me relever la moyenne, et je vais pouvoir répondre à ce que je dois faire, c'est-à-dire j'ai un quota de documentaire à réaliser, et je sais que ça va atteindre ma moyenne. Non, pas du tout. Le documentaire doit obtenir la moyenne. Donc on est dans une situation totalement absurde. Alors ça c'est le cadre général. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme implication au niveau des documentaires? D'abord, quand on parle du film documentaire, je pense que c'est une généralisation qui est dangereuse, parce que il y a beaucoup de genres de films documentaires. C'est-à-dire qu'il y a des genres qui sont tout à fait qui ne posent pas de problème avec la politique d'audience des chaînes de télévision. Je ne veux pas dire en ce sens-là que ce sont des documentaires de moins de qualité, mais par exemple, le film historique ou le documentaire ou le film d'archives ou le film animalier documentaire ne sont pas antinomiques avec l'écriture aujourd'hui imposée par les chaînes de télévision. Le documentaire à base de commentaires aussi, essentiellement, n'est pas antinomique avec la diffusion de télévision. Par contre, la systématisation
de certaines obligations qui sont, quel que soit le film, maître du commentaire. Quel que soit le film, lorsqu'il est en langue étrangère, le fait qu'il soit voice-overisé. Quel que soit le film, faire en sorte qu'un plan ne dure pas plus de 10 secondes. Encore 10 secondes, ça, le diffuseur devient, enfin, c'est plus qu'inquiet, quoi. Et pour lui, c'est intolérable. Porte atteinte au documentaire, c'est-à-dire à sa forme, à son signifiant. Le documentaire, aujourd'hui, à la télévision, il subit un appauvrissement de son signifiant au profit d'un signifié qui est par définition pauvre. C'est-à-dire que, grosso modo, le dernier film que j'ai co-réalisé avec des personnages privés de papier en France, il fallait, pour France 2, il fallait, enfin on a compris ça au bout d'un certain moment, avant même que les images parlent, avant même que l'expression des personnages parle d'elle-même, il fallait tout expliquer. C'est-à-dire, grosso modo, on vous explique ce qui se passe et après on vous le montre. Lorsque, dans ce type de film, le commentaire parle à la place de l'image, on n'est plus dans du documentaire pour en parler, on est dans du commentaire d'image. C'est en ce sens-là, à mon avis, que la situation est la plus dommageable. Et je pense très sincèrement que s'il n'y a pas, enfin, il ne s'agit pas de démissionner, mais s'il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics d'assigner des cases réellement de films documentaires et de films d'auteurs, la situation, de toute manière, ne changera pas et ne fera qu'empirer. La démission des pouvoirs publics, elle dépasse les chaînes publiques, qui, elles, sont dans une sorte de mimétisme effrayant par rapport aux chaînes privées. Il ne faut pas oublier que les chaînes privées, ce sont des concessions, qu'elles utilisent l'espace public et qu'elles devraient être elles-mêmes astreintes à des obligations de programme qui laissent la place à la politique d'auteur. Alors pourquoi dire que, enfin, pourquoi prétendre que les auteurs ont un droit de citer sur les chaînes de télévision? Tout simplement parce que le documentaire va à l'inverse de ce qu'offre la télévision comme représentation du monde, qui est une représentation du monde en miroir. On dit, voilà, le monde est tel qu'il est, et effectivement, en partie, le monde devient tel qu'il est dit être par la télévision. Le documentaire ne se situe pas du tout théoriquement dans le spectaculaire. Le documentaire, c'est une plongée dans les apparences, et c'est la tentative, parfois réussie, parfois non, de faire émerger des réalités, des causes à des effets qui n'apparaissent pas et qui trompent l'évidence. Donc, à partir de ce moment-là, je pense, moi, que pour appréhender la réalité, le documentaire, c'est l'anti-journal télévisé, ou c'est l'anti-magazine, où on nous explique tout, et où l'image est réduite à l'état de caution d'un propos qui n'engage que son émetteur. Je ne parle pas d'auteur. Voilà. Rapidement. Bonsoir. Oui, bah, alors moi je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit, et même, enfin, donc ça, vous avez dit pas mal de choses que nous on aurait pu dire par ailleurs. Alors on peut surtout témoigner, nous, de notre courte expérience qu'on a eue avec ce film, donc La cause et l'usage. Moi c'était mon premier film, Dorine elle en avait fait un avant. Alors pour resituer juste rapidement,
Donc en 2008, Serge Dassault a été élu, enfin réélu, ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'il était maire d'une ville qui s'appelle Corbeil-Essonnes, en banlieue, dont on est originaire avec Dorine. Et sauf que voilà, cette élection en 2008, elle a été annulée par le Conseil d'État, surtout pour cause d'achat de voix, voilà, donc d'argent, il aurait payé des gens pour voter pour lui. Donc c'est annulé, il est inéligible et l'élection est rejouée en 2009. Donc avec Dorine, ça nous a intéressé, on est très vite parti sur le terrain. Et en étant, donc, on avait un accord tacite avec la maison de production qui avait suivi Dorine sur son film précédent. Donc on n'avait pas de temps d'écriture, donc on est très vite allé tourner, on est parti tourner avec la caméra de Dorine, on s'est débrouillé pour avoir un micro, une perche, et puis voilà, on était sur le terrain à Corbeil-Essonnes. Et le film s'est écrit pendant qu'il était en train d'être tourné. Voilà, alors nous très vite on s'était mis d'accord sur des choses qui étaient assez évidentes pour nous au niveau de notre principe de tournage, de mise en scène. Donc c'était principalement d'être sur l'espace public et de ne pas raconter les coulisses et les stratégies de campagne par exemple. C'était vraiment, on voulait filmer la parole publique, que ça s'installe dans des séquences longues, des plans un petit peu longs aussi. Voilà, c'était pas un portrait de Dassault, c'était pas un film à charge. On voulait vraiment plutôt montrer ce que la politique de Dassault, son argent, faisait dans la relation que la population de Corbeil-Essonnes avait avec son maire. Voilà, quelle était la place de l'argent et qu'est-ce que ça avait transformé de la démocratie. Pour nous, c'était des choix assez évidents, même plutôt simples. On savait que la maison de production qui nous suivait était surtout spécialisée, enfin travaillait surtout avec la télévision. C'était une grosse boîte qui produisait... oui, c'est Point du Jour, voilà. La société s'appelle Point du Jour et elle produit des films unitaires, des programmes de flux aussi, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire donc des émissions qui reviennent toutes les semaines. Donc voilà, et ils savaient très bien travailler avec la télé. Et donc le deal c'était ça, qu'on tourne un film et puis qu'eux ils arrivent à le vendre à la télévision. Et nous, alors bon, je pensais pas être spécialement naïf par rapport à la télé, mais on imaginait très bien que c'était un film possible pour la télévision. Voilà, on avait vraiment l'intention que tout soit très clair pour le spectateur, on n'avait pas l'impression de brouiller les cartes, et on pensait voilà, que c'est un film qui aurait sa place à la télévision. Et en fait, on a tourné très librement, et voilà, on a très peu vu la maison de production pendant le tournage, et c'est au moment du montage qu'on a repris contact avec eux, où le film s'est précisé qu'il fallait le vendre et on a commencé à discuter et là on a vu qu'en fait c'était pas si simple que ça et qu'en fait effectivement tourner pour la télévision ça veut dire se plier à des formats et des formats d'écriture, de narration qui sont assez drastiques et petit à petit on a vu que pour nous ça allait être un peu compliqué. Alors oui, bah là, tu peux continuer. Donc, comme on filme une élection, a priori, on est plutôt, on rentre dans la case reportage de société. Enfin, c'est ce qu'on attendait un petit peu de ce film. Donc, du côté des producteurs, il y avait une grande déception qu'on ne soit pas dans, alors comme il y avait corruption, qu'on ne soit pas dans une enquête, qu'on ne soit pas plus dans un portrait de Dassault. Voilà, nous, notre proposition, elle était de rendre compte d'une certaine complexité de la vie politique de Corbeil-Essonnes, de faire émerger une certaine banalisation des rapports entre Dassault et une partie de la population, une banalisation de pratiques clientélistes. Donc tout ça qui sont des choses pas du tout, enfin qui sont pas tellement spectaculaire, il y avait une espèce de déception du côté de la télévision, via le producteur, parce que c'est surtout le producteur qui porte à ce moment-là le discours télévisuel. Et donc on passe son temps à pas se comprendre, c'est-à-dire à absolument pas aborder des questions de forme, des questions de qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Nous, donc, concrètement, on envisageait un film sans voix off, même si c'était pas... on pouvait en discuter, mais on voulait plutôt que ça soit par le jeu du montage entre les situations
que le film se raconte. Donc ça veut dire, c'est l'inverse d'un film qu'on ne peut voir que par bout. C'est un film qu'il faut voir absolument entièrement, dans sa durée, parce que sinon les choses ne se disent pas en fait. Donc bon, bah, déjà ça c'était compliqué. Il y avait, voilà, on retire un certain nombre d'informations. Julien et moi, on n'est pas journalistes, et là on faisait pas un travail de journaliste, parce que voilà, on venait faire un film, donc il y avait plein d'informations qu'on donnait pas. Et ça, parce que alors c'est très compliqué, hein, une vie politique, pour bien la raconter, bon, bah, très vite on se retrouve à surcharger d'informations, chaque plan, chaque image, chaque prise de vue. Et donc on avait fait un choix voilà, assez clair de ne pas raconter plein de choses, de plonger dans cette élection-là, de pas, alors ça on essayait de le défendre, mais ça on savait très bien que si le film passait à la télé, ça pouvait pas tenir, mais on essayait de défendre que les gens qui prennent la parole ne soient pas systématiquement étiquetés politiquement, hein, cette espèce voilà, de choses que vous connaissez très bien, parce que on est sur une élection locale, les propos, voilà, on les écoute plus, ils sont tout de suite étiquetés, enfin ça peut se défendre, hein, évidemment, de nommer les appartenances politiques, mais pour notre film, ça comptait, enfin, c'était une chose qu'on essayait de défendre. Bon, bah ça c'était compliqué. Et dans notre relation donc avec la boîte de production, hein, qui est vraiment pour nous le principal relais en fait, parce qu'on est très très peu confrontés directement aux chaînes, mais dans les rares confrontations qu'on a eues, enfin confrontations, dans les rares rencontres qu'il y a eu, le reproche qui nous était fait, c'était que notre film manquait d'objectivité. Donc, bah, logiquement, nous on faisait un projet qui avait en tout cas l'ambition d'être personnel, de développer un regard sur cette élection-là. Voilà, c'est un peu difficile. Il faudrait plus raconter ce que fait le film, mais bon, voilà, on avait un projet, on défendait clairement un certain nombre de partis pris. Et bon, bah ça, en fait, il n'y avait aucune écoute, mais vraiment aucune écoute du côté de la chaîne et finalement de la boîte de production. Donc on passait son temps à ne pas se comprendre. Enfin, dans les peu de rencontres qu'il y a eu, c'est finalement une incompréhension totale sur bah, nous on est avec des questions comment dire de terrain, de comment c'est un film. Bon bah en face on est face à des gens qui ne se demandent que comment ils vont faire pour placer ce produit. Enfin là on est avec des le film n'est qu'un produit, donc voilà. Ah oui, un autre élément, alors ça c'était le producteur, il n'arrivait absolument pas à parler de notre film, donc il avait deux mots pour en parler, c'est un film impressionniste et c'est un film atmosphérique. Donc bon, globalement c'est un film en cinéma direct, donc on plonge dans certaines situations, voilà, c'est un vieux truc dans le cinéma documentaire, ça existe depuis longtemps. Après, comment ça se fait de manière un peu voilà, de rentrer dans le détail de notre position. Donc nous, on était donc dans l'espace public, on n'était pas dans une position distante, on appartenait complètement aux situations, hein, on n'était jamais caché, enfin, c'était quelque chose qu'on revendiquait très fort. On appartenait à cet espace public en tant que filmeur et preneur de son. Donc on fait partie des situations, puis on se fait aussi oublier en partie, mais pas tout le temps. Voilà. Donc toutes ces petites choses qui font un film, qui sont d'où on filme, bon bah ça, très très peu d'écoute du côté des producteurs et de la chaîne. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur la chaîne, enfin, ouais, moi je peux rebondir aussi sur, c'est-à-dire dans les rapports justement avec la chaîne. En fait, c'est assez compliqué quand on est jeune réalisateur, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. On se retrouve face à un producteur avec qui, effectivement, on ne discute pas du tout en fait, de cinéma. Hein. On discute vraiment de comment est-ce que le film va pouvoir être formaté et rentrer dans la case. Donc, c'est déjà assez difficile comme ça de ne pas être soutenu dans une démarche qui serait personnelle. Et en plus, ensuite, quand on est face à la chaîne, elle est quand même vraiment toute puissante. C'est la chaîne qui a l'argent et la diffusion. Enfin, ça installe un rapport de force qui est complètement déséquilibré. En fait, on n'a pratiquement aucun moyen
de lutter contre ça. Donc nous là-dessus, la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait le producteur a jamais vraiment compris ce qu'on était en train de faire avec ce film, du coup il savait pas le vendre, du coup en fait les chaînes étaient très embêtées aussi face à ça, vu que bon voilà, le sujet c'est vraiment un sujet de société, donc a priori ça les intéresse, mais vu comment on faisait les choses, là d'un seul coup ils perdaient un peu pied, on savait pas trop comment faire, donc voilà, ce film il est rentré au placard, quoi. Enfin, petit à petit on s'est rendu compte qu'il se passerait rien du tout au niveau des chaînes, qu'il n'y aurait pas d'argent. Ah oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on travaille gratuitement, enfin, on n'est pas payé pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 mois de tournage, on a monté 1 an, 2 ans avec notre matériel, etc. Donc peut-être un jour la chaîne allait acheter, mais en attendant, fallait bien faire le film. Donc là-dessus, on n'est pas payé. Et donc finalement, on décide de récupérer le film. On s'est dit que voilà, on allait réussir à le faire exister ailleurs autrement. Et donc il nous faut racheter du coup les droits à la maison de production qui nous avait payé, je ne sais plus combien, 800 €, quelque chose comme ça, chacun sur les droits du scénario. Et à ce moment-là, voilà, on s'engueule et il faut pour qu'on puisse partir, voilà, il faut payer. Donc on doit, en plus, donc on n'a pas été payé pour le tournage, il faut qu'en plus on rachète les droits pour pouvoir ensuite avoir notre film et pouvoir essayer de le faire exister ailleurs. Alors, après, on a eu la chance de rencontrer une maison de production qui s'appelle Independencia, qui regardait plus du côté du cinéma, qui avait aimé le film. C'est quand même la première fois qu'on rencontrait un producteur qui nous disait que notre film était bien, enfin voilà, qu'elle nous produisait parce que le film était bien, le projet était bien. Et finalement, voilà, elle arrive à trouver un petit peu d'argent et à se débrouiller pour faire une sortie au cinéma. Donc c'est sorti au mois de septembre et nous, finalement, on s'en sort bien. Voilà, le film existe. Il y a plein de films dans le même cas, qui, quand ils ne sont pas achetés par des télés, sortent pas au cinéma. Enfin, c'est encore une minorité. Donc, voilà, là-dessus aussi, il y a un truc aussi par rapport à la télé, c'est que quand on voit les films documentaires qui sont à la télévision, moi je suis assez frappé. C'est que par ailleurs, dans le circuit festival ou le circuit cinéma, il y a une diversité des propositions plastiques, narratives, esthétiques qui sont très importantes. Et quand on voit le pourcentage et la qualité de ce qui se retrouve en télévision, il y a un gouffre assez phénoménal. Enfin, quand on dit que le genre documentaire est maltraité, c'est vraiment vrai. Et donc là-dessus, on se retrouve... il y a un gouffre entre une marge qui serait le festival et puis un petit peu le cinéma pour ceux qui ont du bol, et puis la télévision, mais qui concasse vraiment la forme dans une boîte assez rigide, quoi. Tu veux rajouter quelque chose ? Non. Non, juste un mot, parce que moi j'ai eu l'expérience inverse. C'est-à-dire que le film qui était réalisé sur les personnes privées de papier, en fait, le parti pris de réalisation, c'était un parti pris où on s'effaçait derrière les personnages et les personnages tenaient leur chronique. Et ainsi, sans médias, on ambitionnait de rendre compte de leur perception, à la fois de leur situation et la perception de leur pays de non-accueil. Et évidemment, c'était un processus très, très long, mais une fois qu'un certain nombre de personnages se sont emparés de la caméra, ils ont filmé, disons, à leur convenance, mais ils ont curieusement, alors qu'ils regardaient, ils allaient surtout regarder des films à la télévision, ils ont une écriture plutôt cinématographique, avec des plans aussi assez longs, des plans séquences, où il y avait des mises en scène dans les plans, enfin dans certaines séquences, mais toujours en plan fixe. Et on avait obtenu un premier financement de la région Midi-Pyrénées assez conséquent dans la perspective d'un long métrage documentaire, et donc on s'orientait vers une diffusion cinéma. Quand France 2 a manifesté son intérêt, donc pour nous c'est posé le dilemme, est-ce que on va on refuse France 2, et est-ce qu'on abandonne
oui, est-ce qu'on refuse France 2 et on maintient le cinéma, ou est-ce qu'on prend France 2 évidemment, le producteur, enfin le producteur est très bien en la matière, donc je ne vais pas attaquer le producteur, mais le producteur préférait France 2 pour des questions financières assez évidentes. Et nous, on savait, enfin on n'est pas du tout innocent, c'est-à-dire qu'on savait qu'on aurait d'énormes problèmes au montage de ce film. Et la question qui se posait, c'était d'une part, est-ce qu'on sacrifie une partie de séquences qui étaient des séquences qui ne nous appartenaient pas vraiment en plus, qui étaient des séquences qui appartenaient plus au personnage qu'à nous, pour bénéficier d'une audience plus importante à un moment où pour nous la question, enfin elle se pose toujours, hein, mais la question des gens privés de papier est une question fondamentale. Donc on préférait finalement, on a fait ce choix-là, mais en concertation avec les personnages bien sûr, de pouvoir toucher 1 500 000 personnes par ce film, par une diffusion télé, plutôt que 10 000 personnes par une diffusion cinéma. Et là, on ne pouvait pas s'en prendre aux diffuseurs, parce qu'on savait comment on allait être broyé, mais on a été broyé. Bon, et le montage, finalement, ça coûtait assez cher au producteur, parce qu'au lieu de durer 3 mois, il a duré quasiment 1 an. Mais il fallait faire en sorte de ramener une matière qui avait été tournée, enfin vraiment pour le cinéma, à un produit formaté pour la télévision. Donc c'était une épreuve pour tout le monde, pour le diffuseur qui n'en voyait pas la fin, pour le producteur qui perdait de l'argent, et pour nous qui devions faire au jour le jour notre deuil du film dont on rêvait.